Le comité Engage est formé de membres de la communauté et de chercheuses. Il vise à améliorer l'équité du système de santé en incluant une diversité de personnes peu entendues dans la recherche partenariale ou participative. Dans cet épisode, des membres du comité Engage abordent l'importance du dialogue qui est au cœur de toute recherche inclusive. Bonjour, je suis Lise Gervais, récemment retraitée de Relais Femmes. Relais Femmes est un groupe qui fait de la recherche participative et au cours des dernières années, je me suis rendu compte que notre travail a changé. Si au début, on était beaucoup dans créer le lien, dans les dernières années, en fait, on s'est occupé de la qualité du lien puis de la qualité des relations, notamment des relations de pouvoir entre toutes les personnes impliquées dans les projets de recherche. Bonjour, je suis Jacinthe Rivard, je suis professeure associée à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Je travaille depuis plusieurs années avec les populations vulnérables et aussi sur la question de la paraidance. J'enseigne et je pratique les approches de recherche participative et alternative. Bonjour, je suis Janine Foisy. Je participe comme pair-chercheur avec Caroline Leblanc au doctorat en santé et services sociaux. Présentement, j'occupe le poste d'animatrice et de citoyenne coach sur le comité Engage. Lise, Jacinthe, favoriser un dialogue en recherche inclusive, ça veut dire quoi? Pour commencer, puis peut-être principalement, ça veut dire une rencontre, une vraie rencontre entre des personnes qui sont concernées par le sujet de la recherche et les chercheurs, les chercheuses qui vont ensemble travailler plus ou moins à définir le projet, à définir la façon dont on va fonctionner, puis aussi à contribuer aux analyses parce que c'est des regards croisés qui vont alimenter le développement de connaissances. J'aime bien, Lise, que tu dises vraie recherche. En fait, quand tu parles de vraie recherche, moi, j'entends posture. En fait, je pense que à partir du moment où on veut faire de la recherche sur une thématique X, il faut comprendre que nous, comme chercheurs, c'est pas nous qui détenons les réponses, c'est les personnes du terrain qui les détiennent. Fait qu'à partir du moment où on arrive avec cette position-là, je pense que déjà, on se rapproche de cette vérité dont tu parlais. Avec ma participation avec Caroline dans la recherche, c'est elle qui a dû venir me chercher parce que j'ai déjà été stigmatisée en recherche et utilisée à l'époque où je consommais. Elle m'a donné le droit de m'exprimer aussi, de m'épanouir dans la recherche. La participation que j'ai avec ma chercheure, c'est qu'on est un noyau dur aussi. On va accueillir d'autres participants qui vont participer de manière différente. On leur laisse la place qu'ils veulent prendre. C'est-à-dire, la chercheure n'exige pas d'eux. Donc, elle est ouverte à l'investissement qu'ils veulent donner à la recherche. Il y en a plusieurs qui sont venus, qui repartent après 3 mois. D'autres, c'est 2 rencontres, mais le noyau dur est resté là. C'est intéressant de penser aussi que dans ces rencontres-là, il peut y avoir des besoins et des rythmes différents. Je pense à une expérience avec laquelle Relais a été associé où c'est sur les femmes qui ont vécu des violences dans des rapports intimes et le lien avec la santé mentale et les participantes qui étaient très engagées dans la recherche. Elle voulait, elle, rapidement avoir du matériel parce qu'il y avait des consultations du gouvernement. Et la chercheure, elle était plus frileuse. Elle voulait s'assurer, elle trouvait que c'était prématuré. Donc, et là, il y a tout un travail il faut comprendre les intérêts respectifs et comprendre la réalité de la chercheure, mais aussi des femmes directement concernées. Donc là-dessus, nous, on a travaillé à faire en sorte que les gens se comprennent pour que maintenir l'alliance qui était très, très, très chouette, productive, mais aussi que chacune en retire des bénéfices, ce qui était un des enjeux pour pas faire éclater le projet, mais aussi que les femmes n'aient pas l'impression de perdre leur temps ou de passer à côté d'un moment fondamental pour elles. Mm-hmm.
Oui, j'ajouterais à ça aussi que moi, je travaille aussi avec des femmes actuellement, là, ça fait 7 ans qu'on travaille avec le même groupe de femmes. Et il faut pas oublier que quand on fait appel à elles ou à eux ou à peu importe le type de population vulnérable ou en situation de précarité, souvent, on fait appel à leur savoir d'expérience, à leur vécu. Donc, on leur demande de retourner là où ça fait mal. Donc, il faut être très, très, non seulement reconnaissant, mais très compréhensif, que ça puisse être beaucoup plus long que prévu, que ça puisse aller en dents de scie. Parfois, ça fonctionne, d'autres fois que ça fonctionne pas. Et vous savez, hein, quand on fait de la recherche, on a des temps très, très délimités avec des subventions qui correspondent d'une date à une autre. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut négocier, qu'il faut discuter aussi avec les personnes pour que tout le monde s'approprie un contexte qui est pas toujours facile. Je dirais même plus comme animatrice du comité Engage, ce que tu viens de dire, Jacinthe, est totalement vrai. C'est-à-dire, à mes débuts, là, il a fallu que je tisse cette confiance-là, mais aussi que je laisse la place aux gens de s'exprimer. Et je me suis rendu compte que quand je n'étais plus animatrice, mais que je laissais entre eux interagir, c'est là que ça commençait à devenir très intéressant. Et eux se connaissaient déjà 1 an et demi avant que moi j'entre dans le comité. Donc, j'ai vu l'interaction se bâtir. Et moi, j'étais là et j'observais et je notais. J'ai trouvé ça merveilleux, ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'ai vu des gens s'ouvrir aussi quand j'ai nommé moi-même des vulnérabilités que j'avais comme père-chercheur, comme animatrice, comme humaine. J'ai vu les gens s'ouvrir peu à peu sur leur vulnérabilité, sur leurs conditions, qui pouvaient emmener des moments de silence, où est-ce que les silences parlaient beaucoup aussi. Dans ce que tu relates, Janine, je pense qu'il y a et Jacinthe en fait aussi mention, il y a quelque chose d'important. C'est que quand on décide d'aller en recherche participative, il faut accepter que le plan de match, il va être provisoire parce que il va bouger avec les interactions, avec la relation, avec ce qui se passe ou ce qui se passe pas dans les relations chercheurs et personnes directement concernées ou groupes communautaires associés au projet. Et ça demande une souplesse, mais aussi une capacité de savoir qu'est-ce qui est fondamental pour ma démarche scientifique et qu'est-ce qui peut bouger pour accueillir la part des autres. Une des forces de la recherche participative, c'est qu'on est directement lié avec les personnes qui ont une connaissance importante et qui vont faire la différence dans l'utilisation ou pas des connaissances développées par la recherche. Et trop souvent, les recherches se font en dehors des personnes concernées et on arrive avec du matériel qui peut être super pertinent, mais qui trouve jamais son ancrage concrètement parce que c'est rejeté, parce qu'il n'y a pas de lien avec les expériences des personnes. La recherche participative a beaucoup d'intérêt aussi pour l'utilisation des données de recherche. Donc, meilleure recherche, mais différente. Et les chercheurs qui la font bien, sont de mon point de vue, des super chercheurs. Tu sais, quand tu dis là, qu'on est directement connecté avec les personnes, en fait, comment prétendre faire de la recherche sur ces personnes sans elles? Il y en aura pas de recherche. Il y a ce fameux adage qui dit « jamais sur moi sans moi ». C'est ça la recherche participative. Si on veut parler des populations vulnérables, il faut travailler avec elles. Et j'ai envie de dire que t'as raison, on navigue, hein. On navigue quand on fait de la recherche avec ce type de population-là. Ça demande un grand potentiel d'adaptabilité avec des personnes qui ont un grand besoin de stabilité. Donc, il faut trouver notre rythme chacune ensemble. Puis je reviens à ce que Janine disait tantôt, où il faut se livrer comme chercheur. Et c'est vrai que là, on sort complètement des standards scientifiques traditionnel, c'est du donnant-donnant.
Tu me donnes de l'information privée, intime, alors je t'en donne. Je suis prête à t'en donner. Et étonnamment, quand on démontre cette ouverture-là, je vous assure, les femmes avec lesquelles j'ai travaillé depuis 7 ans, aucune ne m'a posé de questions privées. Elles ont juste attendu que je le mentionne. Elles se les posent entre elles, mais ils m'ont pas posé de questions privées à moi. Alors, j'ai offert à mon rythme les informations que j'étais prête à leur transmettre. Donc, c'est ça, naviguer entre la sécurité, les rituels dont ils ont besoin, les habitudes, et puis beaucoup de souplesse. En fait, c'est un processus qui change. Comme tu le disais au début, Lise, c'est un processus qui est continuellement en évolution et en changement. J'ai vu ma chercheure changer aussi. Ça fait maintenant 2 ans que je suis avec elle. Et elle s'est ouverte à moi doucement, tranquillement. Je lui laisse l'opportunité, la porte ouverte de le faire. Et maintenant, on est rendus amis nécessairement parce qu'on s'est parlé de choses très personnelles. On se parle régulièrement, on s'encourage. Donc, il y a une complicité qui se fait naturellement. Je me suis rendu compte, en étant le noyau dur et aussi l'animatrice, moi, je faisais le pont entre le comité et entre les chercheurs. J'avais des visions différentes, mais qui, en bout de ligne, allaient tous dans le même sens. J'adore mon métier. Quand un projet a la chance d'avoir une personne comme Janine dans l'organisation ou d'autres, ça fait la différence, me semble-t-il, dans s'assurer que la qualité du lien se maintient. Je sais que Jacinthe, tu l'as aussi déjà fait ce travail-là. C'est important juste pour s'assurer qu'on puisse réagir au bon moment avant que les écarts se creusent. Absolument. On a tout évoqué la question de l'importance du retour, hein. On a nommé ça, là. J'aimerais ça qu'on puisse en parler. Moi, j'aimerais ça vous entendre, en fait, là, sur qu'est-ce que ça représente pour vous autres, le retour. Ça veut dire quoi, puis qu'est-ce que ça représente? Plusieurs choses, autant du côté de père chercheur que d'animatrice. Ce qui m'a manqué d'un côté, je l'ai emmené de l'autre. Il n'y avait pas de retour, c'est-à-dire je participais sur une période d'1 mois, admettons à toutes les semaines pendant 1 heure à 2 heures. Ils me donnaient le montant d'argent, je partais. Il n'y avait jamais de retour si j'étais bien après l'entrevue ou ne serait-ce juste essayer de me contacter pour tenir le lien vivant. Donc, j'avais jamais de retour sur la recherche. Qu'est-ce qui était devenu? Qu'est-ce qu'il en a donné? Est-ce que les recommandations ont été retenues par le gouvernement? Est-ce qu'il y a eu une suite? Mais aussi, dans le comité, je trouve ça important qu'à chaque rencontre, avant chaque fin de rencontre, de demander aux gens s'ils quittent bien. C'est aussi avoir le senti quand on fait les rencontres en vidéoconférence, on a le visuel, de s'apercevoir que peut-être ça l'a accroché un petit peu et de faire un retour avec la personne pour s'assurer qu'elle va revenir à la prochaine rencontre. Moi, je rajouterais à ça que c'est un autre type de retour. Ça demande aux chercheurs de présenter différemment, autrement leurs résultats. Souvent, on va valoriser les articles scientifiques dans des revues avec des évaluations par les pairs, un type de diffusion. Quand on veut faire un retour auprès des personnes qui ont contribué à la recherche, ça veut dire éventuellement faire des présentations dans un café. C'est sortir un peu de l'espace de l'université ou de l'espace académique pour aller sur le terrain des personnes. Et ça, je pense que c'est exigeant, mais c'est riche parce que ça permet une vraie rencontre. Je reviens avec l'authenticité de la rencontre, mais aussi de voir comment les résultats trouvent écho chez les personnes et éventuellement, ça permet de mettre en évidence d'autres questions qui pourront alimenter des recherches ultérieures. Puis je vois le rayonnement. On nous invite à faire des conférences. Il y a un réseau communautaire qui s'est bâti alentour de notre recherche qui fait que les gens nous encouragent à continuer. On le voit, là, on est rendu populaire. Et ma chercheure est fière de ça parce que ça veut dire qu'elle est sur le bon chemin. Elle a touché un filon qu'il faut absolument développer. Je pense que tout ce qui vient d'être dit
doit être respectée et poursuivie. Quand on a créé des liens, la recherche avec les femmes, là, elle durait 2 ans. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Il y a des liens là qu'on peut plus détricoter, là. C'est tricoté maintenant et on trouve toutes sortes de nouvelles activités. On fait appel à nous pour des colloques, etc. Donc, aller chercher des subventions pour que ça puisse perdurer. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, et puis je pense qu'on reste quand même là sur la question de la pérennité, c'est que on se rend compte que quand on fait de la recherche participative, là, l'important, là, c'est pas tellement les résultats, hein, c'est le processus. Je vous apprends rien, là, hein. C'est tout ce qui s'est passé pendant la recherche qui sont les véritables résultats. Je pense que la pérennité, c'est ça aussi, hein, c'est d'être sensible à tous ces moments privilégiés que 2 univers vivent ensemble, 2 univers qui vont être transformés, hein, dans cette pérennité avec le temps, là. On est transformés comme chercheurs. Les femmes qui font de la recherche le sont aussi. Alors, oui, j'ai envie de finir comme ça, là, avec l'idée du processus. Je voulais relever 2 choses que et l'une et l'autre vous avez dites plus tôt, qui me semblent importantes, puis je suis tout à fait d'accord sur la qualité du processus va aussi être un gage de pérennité. Mais tantôt, Janine, tu parlais du noyau, d'avoir un noyau qui permet des allers-retours avec la nécessaire mouvance de certaines populations, mais le noyau, lui, permet la stabilité qui fait en sorte que ça puisse continuer dans le temps. Ça, je pense que c'est important. Donc, il y a des gens qui arrivent, qui repartent, mais il y a une force centrifuge avec ce noyau-là qui permet que ça se maintienne. Et quand Jacinthe, tu parlais de ton expérience avec les femmes sur 7 ans, il y avait aussi le lien avec le groupe communautaire qui lui fait aussi office de lieu, d'espace, qui permet les personnes sont à l'intérieur, mais il y a aussi un lieu, un espace de sécurité, de reconnaissance qui fait en sorte que je peux y aller, je peux faire un petit pas de côté, revenir et poursuivre la démarche et ça amène une certaine stabilité. Je voulais terminer en disant que c'est important aussi que quand les projets se terminent et le financement, de toujours tenir les personnes au courant des changements qui doivent être apportés et le faire continuellement, avoir des rappels, revenir avec eux, dire « Bon, écoutez, il nous reste tant de temps, le projet va se terminer, on va essayer de continuer quand même avec vous, mais il y a quand même une finalité au projet. » Donc, cette forme de respect-là aussi se sent aussi des personnes et ils ont besoin, c'est une sécurité qu'on leur apporte et qui le rendent bien aux chercheurs aussi. Merci à Jacinthe Rivard, Janine Foisy et Lise Gervais pour leur participation à cet épisode. Ce balado, financé par l'Unité Soutien SSA Québec, a été créé collectivement par les membres du Comité Engage au Bureau de responsabilité sociale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Pour en apprendre davantage sur le Comité Engage, visitez le site web engageplus.org.